Et il est temps de commenter l'actualité avec nos éditorialistes. Aujourd'hui, Christelle Bertrand d'Atlantico et Michel Soudet de Politis. Bonjour. À vous deux. Au programme de ce lundi, le dossier dont l'Élysée se serait bien passé, Alstom, la gauche de la gauche qui déborde de prétendants pour la présidentielle et inévitable aujourd'hui le malaise d'Hillary Clinton et les interrogations sur son état de santé et l'éventuelle dissimulation de son équipe de campagne. Voilà pour le programme. On va commencer avec Alstom. Le gouvernement était vent debout ce week-end contre la décision de fermeture du site de Belfort. Réunion de crise à l'Élysée autour de François Hollande ce matin et à la sortie, c'est Michel Sapin, ministre de l'économie, qui prend la parole. Le président de la République nous a fixé un objectif, celui de faire en sorte qu'à Belfort, les activités ferroviaires d'Alstom soient maintenues. Et c'est à cet objectif-là que nous allons travailler avec les élus, avec les organisations syndicales, avec la direction d'Alstom et avec l'ensemble de ceux qui, en capacité de passer un certain nombre de commandes en France, peuvent permettre d'assurer le plan de charge qui permettra de sauver les activités ferroviaires d'Alstom à Belfort. Bien, on va un peu décortiquer ce que dit Michel Sapin. Tout d'abord, il emploie, vous l'avez tous noté, le mot objectif. Est-ce de nature à rassurer l'emploi de ce mot objectif les salariés, les syndicats, les élus? Ce qui est vrai, c'est que le ton est ferme. Après, le terme est flou. L'objectif n'est pas précisé, n'est pas chiffré. Mais le ton est ferme parce qu'effectivement, le gouvernement sent que le dossier est explosif et peut éclater à la figure assez rapidement parce qu'il l'oppose à l'autre partie de la gauche qui, elle, incarne un plus grand interventionnisme en matière économique. Et effectivement, François Hollande a peut-être tardé un petit peu à gérer ce dossier-là, est aujourd'hui rattrapé par une annonce qui tombe au plus mauvais moment puisqu'elle arrive au moment du lancement de sa pré-campagne et juste après ce discours important de la Salvagram la semaine dernière. Donc effectivement, c'est assez dangereux. Le deuxième mot important dans cette déclaration, c'est faire en sorte. C'est quelque part un aveu, sinon d'impuissance, des faibles pouvoirs qui restent à l'État. Parce que dans ce dossier, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis une bonne dizaine d'années au moins, l'État, c'est qui était actionnaire très important à 20%, etc. Et toujours actionnaire à 20%. Plus, il a été plus, notamment avant de céder des actions à Bouygues pour 29 et quelques pourcents. Là, l'État s'est, au fil des années, coupé les bras. Il s'est aussi coupé les bras en acceptant des règles européennes qui, par exemple, empêchait le rapprochement d'Alstom et de Siemens pour créer un grand groupe européen qui serait resté un conglomérat. Parce que là, la grande faiblesse aussi d'Alstom, ça a été le dépeçage successif des différentes spécialités que pouvait avoir Alstom. Si je peux me permettre un exemple assez significatif, il y a quelque temps, une des filiales de SNCF a commandé une quarantaine de locomotives et ce n'est pas Alstom qui les fabrique, c'est une entreprise allemande. Et on se dit, il y a peut-être effectivement, il y aurait eu peut-être quelque chose à faire pour rapprocher deux entreprises françaises. Vous nous parlez de patriotisme économique là aussi, un mot couvert. Pardon ? Le mot patriotisme économique, c'est ça, voilà. Non, mais c'est là où ça donne du grain à moudre à Arnaud Montebourg, bien sûr, à Marine Le Pen aussi, à Jean-Luc Mélenchon, effectivement, où François Hollande sent le danger d'un discours qui est de plus en plus audible auprès des électeurs. Alors, on va regarder, on continue sur cette thématique, mais quand même, le problème, on va regarder 2-3 chiffres pour avoir les idées bien claires, c'est que le carnet de commandes se vide, même si des contrats sont signés, puisque, comme pour le contrat américain, bien, les rames sont construites aux États-Unis. En 2008, 140 locomotives étaient construites à Belfort, 21 en 2016. Alors, faut-il contraindre, et c'était un petit peu la deuxième partie de la phrase de Michel Sapin, la SNCF a acheté des locomotives Made in Belfort. Écoutez ce que disait Arnaud Montebourg ce matin, très clair. C'est l'endroit où on fabrique les motrices du TGV. Il y a d'ailleurs dans cette usine le projet de fabriquer le TGV du futur, c'est-à-dire en 2020. Donc que se passe-t-il entre 2018, fin du renouvellement des rames que j'avais obtenu en tordant le bras du président de la SNCF dans mon bureau, parce que ça sert à ça, le volontarisme politique, et le TGV du futur, il pouvait y avoir les locomotives les motrices de manœuvre de la SNCF.
Bon, c'est assez radical comme méthode. Tordre le bras du patron de la SNCF pour vendre des locomotives, ça peut marcher, ça pourrait marcher en ce moment ? Ça va être difficile parce que pour accepter de le faire, il faudrait aussi accepter d'entrer en conflit avec les règles européennes qui imposent à ce type de grande société de passer des appels d'offres et de choisir le mieux-disant. Donc, contrevenir à ça, c'est, depuis tout ce qu'on a vu du quinquennat, c'est en opposition avec la ligne de François Hollande. Donc il faudrait qu'il aille contre lui-même. Il n'y a pas de porte de sortie, visiblement. Enfin, quand on entend vos arguments, on écoute les politiques. Bon, voilà. Il a fait du François Hollande. Ce dossier est connu depuis des mois et des mois. Il le gère au dernier moment, au moment où l'annonce est faite. Donc effectivement, il y aurait peut-être eu moyen, avec toutes les limites que Michel expose, de discuter avec Alstom, avec la SNCF. Aujourd'hui, on est vraiment au dernier moment et ça paraît compliqué. Ça paraît très très compliqué. Et pour terminer ce chapitre, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, un nom de ville, Florange, parce qu'on pense bien sûr à Florange quand on évoque ce dossier Alstom. Je ne pense pas qu'à Florange. Je pense aussi à ce qui s'était passé avec Peugeot, où avant la présidentielle, des informations avaient fuité sur la fermeture de l'usine Donnelly, un grand nombre de licenciements, et le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait obtenu de la direction de Peugeot qu'elle retarde ces licenciements qui étaient intervenus au lendemain de la présidentielle. Là, le gouvernement, Michel Sapin, François Hollande, pourrait tenter de jouer aussi le même scénario. J'ai un autre souvenir qui me revient en mémoire, c'est Lionel Jospin, qui aussi a été sanctionné pour cette phrase « L'État ne peut pas tout » au moment des licenciements chez Michelin, et il l'a payé. Donc c'est des dossiers, on le voit bien, explosifs. Ouais. En 2002, lors de la présidentielle, ça lui a effectivement, si on en croit les sondages, coûté quelques points. On s'intéresse à présent à la gauche de la gauche. Eux voulaient voir La Rochelle. Eh bien ça tombe bien, ils ont vu La Rochelle, contrairement au reste du Parti Socialiste. L'aile gauche du PS se rassemblaient dans la ville, ils étaient tous là, Montebourg, Hamon, Lindemann, Filoche. Ambiance, on le voit, décontractée, même si un constat les taraude, pour l'heure c'est le trop plein. Ne serait-ce pas plus sage d'avoir qu'un candidat à la présidentielle? Explication du frondeur, Christian Paul. C'est vital qu'il y ait un seul candidat, un seul ici, mais à terme un seul pour toute la gauche. Il faut une primaire de toute la gauche. Sinon, nous serons effacés de l'élection présidentielle. Moi, je ne crois pas que la gauche puisse arriver totalement dispersée à l'élection présidentielle. Bon, pas dispersé, mais pour l'heure, c'est le chemin emprunté, je me trompe ou non? Oui, ça semble le chemin emprunté. Moi, j'ai l'impression de revoir un film, en fait. Le film de l'année dernière, où on ne savait pas encore si la primaire serait une primaire de toute la gauche, finalement, du PS au printemps. Et là, j'ai l'impression qu'on a rembobiné la bande et qu'on refait la même. Et j'avoue que moi-même, je ne comprends pas très bien. Je vois bien la querelle des gauches, je vois bien le danger qui s'annonce, que la gauche ne soit pas présente au second tour de la présidentielle, mais je comprends bien l'intérêt de relancer ce débat et je pense que les électeurs comprennent encore moins l'intérêt de relancer ce débat et je trouve ça un peu triste. Vous y retrouvez, Michel Soudet? Oui. Écoutez, il faut bien clarifier les choses. Il y a une élection présidentielle en mai 2017. On connaît déjà quelques candidats qui sont déclarés à cette élection, qui font déjà campagne. Et puis il y a des primaires. Alors, il y a notamment la primaire du Parti Socialiste. Et là, dans le cadre de cette primaire, ils sont 4 à être candidats. Alors, certes, Gérard Filoche dit qu'il est candidat à une primaire de toute la gauche, c'est le seul qui le dit, mais les 3 autres, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Marie-Noëlle Lindemann, sont pour l'instant candidats dans le cadre d'une primaire du Parti Socialiste. Et ces gens-là qui, pour l'instant, n'arrivent pas à se mettre d'accord, nous jouent cette primaire comme ils jouent d'habitude les congrès du PS. Vous savez, il y a la première partie où chacun dépose sa contribution. Donc, c'est les sensibilités qui s'affirment. Et puis ensuite, il y a la phase des motions où les différentes contributions se discutent entre elles pour savoir si elles peuvent faire une motion commune. Et à la fin, il y en a beaucoup moins. Seulement, dans tous les congrès du Parti Socialiste depuis une bonne vingtaine d'années, ce qu'on appelle la gauche du PS n'a jamais été véritablement capable de se présenter ensemble. Il y a toujours eu 2 motions, etc. Ce qui les a toujours fait perdre.
entre autres. Mais c'est pas la seule raison, mais ça les a fait perdre. Mais vous pensez quand même que l'opinion publique comprend, là, pour rebondir sur ce que disait Christelle Bertrand? Mais non, parce que c'est, entre la primaire du PS, la primaire de la gauche, avec les écolos, sans les communistes, on s'y perd, honnêtement. C'est le grand défaut de cette carabistouille, c'est que d'abord, les électeurs ne peuvent pas y comprendre quelque chose, puisqu'ils ne s'adressent pas aux électeurs. Si vous écoutez bien, à qui s'adresse-t-il quand il demande une primaire, ensuite de toute la gauche? Il s'adresse à des partis politiques, il s'adresse à des personnalités politiques, et par contre, pour avancer dans leur but, ils demandent une pression citoyenne. Cette pression citoyenne, il y a peu de chances qu'on la voit. Par contre, ce qu'on verra, c'est une pression des éditorialistes, de mes confrères, c'est une pression des sondages, voilà ce que vous faites un peu de leur vœu. Et on n'a pas encore parlé de Jean-Luc Mélenchon dans tout ça, qui s'est rendu à la Fête de l'Humanité ce week-end. Ses rapports avec les communistes, on le sait, c'est parfois un petit peu compliqué, mais si on en croit les sondages, notamment le sondage Odoxa, c'est lui qui incarnerait le mieux la gauche la gauche. Là, on se dit que ça devient vraiment compliqué si on rajoute Mélenchon à tous ceux qu'on vient de citer au préalable. Et il est la clé du problème, parce que, effectivement, sans Jean-Luc Mélenchon, il aurait peut-être été possible de faire une primaire de toute la gauche. C'est lui qui a dit le premier, je n'irai pas, je ne participerai pas à ça, parce qu'il ne veut pas se lier les mains et être obligé de soutenir François Hollande, si François Hollande était désigné à l'issue de cette primaire. Et au vu de la position de Jean-Luc Mélenchon, le PS a dit, puisque Jean-Luc Mélenchon ne veut pas participer à cette primaire, on va faire uniquement une primaire du PS. Donc je ne vois pas comment les choses pourraient évoluer aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon étant effectivement plutôt porté par les sondages, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à participer à une grande primaire de la gauche. Donc les choses me semblent un peu figées, effectivement, entre les deux, des candidats qui ont peu de mal à exister, à se positionner, et qui n'ont surtout pas envie de porter sur les épaules une défaite de la gauche au premier tour de la présidentielle. C'est ça aussi. D'après vous, on pourrait voir, pour cette présidentielle, en piste, Mélenchon, Montebourg et le candidat du PS, pourquoi pas François Hollande? Non, c'est peu probable. D'abord parce que Arnaud Montebourg a toujours dit qu'il était favorable à une primaire. Alors, il entretient un faux suspense, mais je l'ai encore entendu ce matin sur France Inter dire qu'il acceptait bien évidemment la règle numéro 1, celle que refuse par loyauté Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire que on se rallie au vainqueur, quel qu'il soit. Ce qui veut dire que la primaire ne peut se faire qu'entre gens qui ont, grosso modo, les mêmes idées, qui ont des petites différences. Et c'est pas envisageable compte tenu des positions qu'a eu Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans maintenant. Je crois qu'il veut surtout pas être la Christiane Taubira de 2002. C'est-à-dire qu'on sait que déjà, ça va être compliqué si Jean-Luc Mélenchon maintient sa candidature pour François Hollande d'accéder au second tour. Mais si Arnaud Montebourg est au milieu, les jeux sont faits quasiment. Bon, c'est le trop-plein, comme aurait pu le dire le général de Gaulle, mais il parlait d'autre chose que de la gauche à l'époque. On va terminer avec le sujet qui est inévitable ce midi, l'état de santé d'Hillary Clinton, image impressionnante, on les a vues. On apprend qu'elle souffre d'une pneumonie. Est-ce qu'il y a eu une dissimulation de son état de santé par son entourage, d'après vous? Il y a eu effectivement une dissimulation, puisque le communiqué du médecin indique qu'elle est soignée avec des antibiotiques depuis 2 jours. Ça veut dire que le diagnostic, puisque une pneumonie, c'est pas grave depuis qu'on a inventé les antibiotiques. Enfin, ça peut ne pas être grave. Et là, ça veut dire que le diagnostic était fait depuis au moins 2 jours, 48 heures. Donc, il y a eu effectivement dissimulation. C'est sans doute ce qui pose le plus problème aux Américains. Vous savez comment ils sont à l'affût de tous les mensonges. C'est quand même le pays où les théories complotistes fonctionnent à plein, etc. Et donc, effectivement, ça pose un problème de ce point de vue-là dans la campagne. Mais on voit bien pourquoi il y a eu dissimulation. C'est parce que Donald Trump, depuis le départ, utilise comme l'un de ses arguments de campagne majeurs la santé soi-disant fragile d'Hillary Clinton, à base de fausses lettres de médecins, faux diagnostics, jusqu'à ce qu'elle soit obligée, j'ai regardé ça ce matin, une vidéo hallucinante où elle va ouvrir un pot de cornichons sur le plateau d'un humoriste pour montrer qu'elle est encore capable de se mouvoir normalement. Donc
Donc effectivement, il y a dissimulation parce que c'était du grain à moudre pour les équipes de Trump. Malheureusement, ce malaise est arrivé et du coup, elle est obligée d'affronter un moment assez dur pour elle. Alors, il y a ce malaise, il y a sa canne de tout aussi, le 5 septembre, et puis il y a des propos sur les électeurs de Donald Trump qui n'ont pas forcément été appréciés par tout le monde. Pour généraliser, en gros, vous pouvez placer la moitié des partisans de Trump dans ce que j'appelle le panier des pitoyables. Les racistes, les sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes, à vous de choisir. Bon, ça fait beaucoup quand même pour Hillary Clinton, non? Si on compile tout ça, les cannes de tout, les malaises, des propos assez maladroits. Est-ce que oui, c'est maladroit puisqu'elle s'en est excusée. En même temps, on a déjà vu ça chez nous. Alors, c'était pas au même niveau. C'était Bernard Tapie, candidat à la mairie de Marseille, qui traitait les électeurs du Front National de salauds parce qu'ils votaient pour un salaud. Bon, elle a dit ce que beaucoup de gens pensent sur les électeurs de Donald Trump. Sauf que en aspirant à être la présidente des Américains, elle reconnaît en même temps qu'une partie de son peuple est constituée de gens comme ça. C'est pas ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire que face à un Donald Trump extrêmement clivant, qui a la tendance à la caricature assez facile, je pense qu'on attend d'elle en effet un discours un peu au-dessus de ça, et effectivement elle tombe dans les mêmes travers qui sont reprochés au camp d'en face. Donc je pense que c'est une erreur assez fondamentale. Ce que ça montre, et ça peut aussi être une leçon pour chez nous, c'est que dans le cas d'une élection présidentielle où finalement la différence et la campagne se fait sur la personnalité uniquement parce que finalement ils vont pas pouvoir changer grand chose, donc ça se joue sur. Voilà, on tombe dans des matchs dans la boue de ce niveau-là. Parce que là, elle n'annonce pas, elle ne détaille pas ses propositions, comment elle va gouverner un grand pays comme les États-Unis, quelles sont ses propositions, son programme. On est dans l'image, donc. On est uniquement dans l'image, et c'est la catastrophe des élections présidentielles. Merci Michel Soudet, merci Christelle Bertrand, qui fait de l'investigation, parce qu'elle va regarder des vidéos où Hillary Clinton ouvre un pot de cornichons quand même. Il fallait le faire. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. Restez avec nous dans quelques instants. Eh bien, l'info continue bien sûr sur LCI, Canal 26.